Dans les précédentes séances, on avait vu comment Spinoza avait construit ce qu'on pouvait appeler une sorte de science de la vie humaine à partir d'un très très petit nombre de passions primitives. Il arrivait à rejoindre l'ensemble des phénomènes de la vie affective, à la fois grâce à un certain nombre de multiplicateurs, grâce à la composition entre ces passions primitives, et grâce à l'introduction d'un mécanisme qui lui est tout à fait particulier, qui est l'imitation des affects. Avec ces trois démarches, il arrivait donc à partir à la fois d'un modèle de type physico-géométrique et d'une certaine sobriété dans l'énoncé des principes, à rendre compte de phénomènes extrêmement complexes, extrêmement diversifiés, non seulement la totalité des passions, comme l'amour, la jalousie, l'ambition, etc., etc., mais même aussi l'évolution des passions à l'intérieur d'un individu, mais encore la diversité des individus entre eux, et puis ces espèces de bornes extrêmes des affects que sont les délires qui bloquent un individu sur un affect unique, c'est-à-dire ce que traditionnellement on appelle un caractère. Donc on avait ces deux caractères, au fond, un matériel de départ très très sobre, on ne pourrait pas dire très très pauvre, une certaine conception du corps humain qui ne demande pas grand-chose comme description biologique, et une conception minimale de l'imaginaire correspondant à ce corps, et puis toute la variété de la vie affective telle qu'on peut la trouver chez les poètes, les satiristes, les comiques, les historiens, c'est-à-dire tout ce que nous apprenons qui a été la chair réelle de la vie humaine, aussi bien individuelle que collective. Donc maintenant, je voudrais regarder dans d'autres textes de Spinoza, et notamment dans la suite de l'éthique et dans les traités, comment, à l'aide de ce qu'il a démontré dans Éthique 3, il construit le reste de sa philosophie, dont on peut donc dire qu'à beaucoup d'égards, elle est une sorte de philosophie générale des affects. Ce qui ne veut pas dire qu'elle est uniquement un éloge des affects, comme on peut le dire de certaines autres philosophies. Elle est à la fois leur analyse, leur discrimination, comment choisir entre les affects utiles et les affects nuisibles, et aussi, de façon au fond assez traditionnelle, un apprentissage sur la façon de les maîtriser. Mais même pour les maîtriser, il faut, aux yeux de Spinoza, commencer par les prendre pour ce qu'ils sont, en tenir compte, et en conséquence, ne pas les mépriser. Donc même la maîtrise des affects ne passe pas par leur condamnation. Ou pour le dire autrement, il faut en tenir le plus grand compte sur le plan épistémologique si on veut arriver à les réduire sur le plan éthique. Alors, quels sont les textes où Spinoza va utiliser cette science des affects qu'il a construite dans Éthique 3 ? Ils sont de deux sortes. D'une part, dans Éthique 4 et 5, il construit une sorte d'itinéraire de la vie individuelle où il montre comment l'homme est d'abord entièrement dominé par ses affects. Au fond, il met en mouvement à l'intérieur de la vie humaine ces affects qu'il a décrits et expliqués dans Éthique 3. Donc il montre comment l'homme est d'abord dominé par les affects. Il montre comment la raison, à l'état naissant, commence à juger les affects, mais n'arrive pas à les dominer. Et il essaye de montrer ensuite quelle loi la raison peut formuler pour arriver à survivre dans le monde des affects. Et enfin, c'est le début de l'éthique 5, dans quelle mesure, à quelles conditions elle peut mettre en œuvre ces lois qu'elle a formulées.
D'où les titres, ou les sous-titres de l'éthique 4 et 5, de la servitude humaine, de la liberté humaine. Et il faut bien voir que cette distinction entre liberté et servitude ne renvoie pas à la distinction brute entre passion et raison, puisque la naissance et le premier développement de la raison se font encore dans le monde de la servitude. Alors les commentateurs supposent quelquefois que c'est par erreur ou par attachement à un ancien plan que Spinoza appelle de la servitude l'ensemble de l'éthique 4, alors qu'en fait il commence déjà à y parler de la raison et de l'homme guidé par la raison. Mais il faut bien voir en fait que l'homme guidé par la raison dans l'éthique 4, c'est encore un modèle abstrait. C'est le modèle que l'homme réel n'arrive pas encore complètement à mettre en œuvre, ou plutôt qu'on peut décrire de façon abstraite, sans s'interroger encore sur les conditions concrètes de sa mise en œuvre. Et ce sont seulement les premiers théorèmes d'éthique 5 qui vont faire passer dans la réalité le modèle abstrait d'éthique 4, donc accéder véritablement à la liberté. Autrement dit, servitude et liberté ne s'opposent pas comme passion à raison, mais comme raison dominée par les passions, à raison commençant à dominer dans une certaine mesure les passions. Et puis, la dernière partie d'éthique 5 s'interroge sur ce qu'il en est de l'âme hors de son rapport direct avec la durée du corps. On pourrait donc penser que puisqu'il n'y a plus de rapport direct avec le corps, il n'y a plus de rapport aux affects, mais on va néanmoins trouver une sorte d'équivalent de certains affects, qui est la joie, pour laquelle Spinoza cherche un autre terme, un gaudium plutôt que la laetitia. Et l'un des paradoxes d'éthique 5, qui a là aussi dérouté beaucoup de lecteurs, c'est qu'on continue à y penser, si on affects, du moins des équivalents des affects, de même qu'il y a un équivalent de la mémoire, de même qu'il y a un équivalent d'un certain nombre de choses que l'on trouvait dans la vie humaine, dans sa relation directe avec le corps. On pourrait dire qu'au fond, toute l'éthique, depuis le premier livre jusqu'au dernier, est une histoire secrète du corps, puisque dès le DDO, dès la première partie, où en principe on ne sait pas encore quels sont concrètement les attributs de Dieu, donc on ne sait pas encore que l'étendue est un attribut de Dieu, ça n'est dit qu'au début de la seconde partie, et pourtant dans certains scolies, on voit la référence à l'étendue. On pourrait penser que dans le deuxième moment de l'éthique 5, le corps disparaît totalement. Or, en fait, dans ce deuxième moment d'éthique 5, on voit encore énoncer une proportion, un rapport entre la quantité, la proportion d'accès à la béatitude et la quantité d'aptitude dont le corps est capable. Il y a donc, en quelque sorte, comme trame implicite de l'éthique, une interrogation longue, continue, sur ce qu'est le corps et sur le rapport entre la mens avec le corps, que ce soit la mens comme imaginaire ou la mens comme intellect. L'un des moments forts, évidemment, de cette interrogation sur le corps étant la série des postulats sur le corps humain qui se trouve dans l'éthique 2. Donc, ce n'est pas simplement éthique 3, c'est l'éthique dans son ensemble qui apparaît comme une réflexion sur les affects et leurs répercussions dans la vie individuelle. Mais cela ne suffit pas. Il faut dire aussi qu'aux yeux de Spinoza, ce qu'il a démontré dans l'éthique 3 concernant les affects gouverne non seulement la vie individuelle, mais également la vie interhumaine. Alors, de cette implication, on trouve déjà un certain nombre de jalons à l'intérieur même de l'éthique 4. Et on va en parler tout de suite. Mais bien entendu,
on en trouve l'application beaucoup plus forte, beaucoup plus constante dans les traités où Spinoza parle directement de politique. Donc dans le traité politique, d'une part, où au fond la question de la constitution de l'État, c'est question de savoir comment équilibrer passion, intérêt et institution. C'est donc au fond une politique fondée sur les contrepoids de l'affectivité. Et de même, dans le traité théologico-politique, on voit Spinoza aborder à plusieurs reprises la question des affects, soit les affects des sujets de la politique, c'est-à-dire les gouvernants et les gouvernés, soit les affects, on pourrait dire, des sujets de la théorie politique, c'est-à-dire de ceux qui énoncent ce qui doit se passer dans l'État. Donc les affects des théologiens, des hommes politiques et des philosophes. On peut donc dire que le spinozisme est parcouru de part en part par cette théorie des affects. Et s'il est vrai qu'à beaucoup d'égards, le spinozisme, tout hostile qu'il soit à l'anthropomorphisme, peut être interprété comme l'anthropologie généralisée. Vous savez qu'il y a certains grands interprètes, comme Wolfgang Bartucha, par exemple, qui l'interprète de ce point de vue. Dire que le spinozisme est une anthropologie généralisée, c'est dire que c'est une théorie des affects, puisque ce qui caractérise l'homme, c'est effectivement ses passions, bien plus que sa raison. La raison est une instance certes éminente, mais de développement tardif, précaire, et qui doit mener toute une lutte pour s'installer à l'intérieur de l'homme, alors que les passions sont toujours déjà là. Elles forment ce qu'il y a de plus constant dans la vie humaine et interhumaine. Pour commencer par la vie individuelle, je vous propose de regarder les 18 premières propositions de Éthique 4 et surtout le scoli qui les suit. Les 18 premières propositions de Éthique 4 s'appuient sur ce qui a été démontré dans Éthique 3 pour calculer, au fond, on pourrait dire, la force de chaque passion. Comme on avait vu dans Éthique 3, qu'un certain nombre de déterminations faisaient que les affects variaient en fonction, par exemple, du temps, en fonction de la certitude, en fonction d'un certain nombre d'effets qui venaient nuancer l'énergie de chacun. Les premières propositions d'Éthique 4 essaient de calculer, au fond, ce qui, dans la vie humaine, détermine les affects, ce qui les rend puissants, quelles sont leurs forces, et ce qui pourrait ou ne pourrait pas lutter contre eux. Et la conclusion, c'est effectivement, de fait, dans la vie la plus courante, avant l'intervention de la raison, les affects nous dominent et nous amènent, alors c'est assez traditionnel, à l'impuissance et l'inconstance. Je cite le début du Scoli, donc où il fait en sorte le bilan des 18 premières propositions. J'ai expliqué dans ce petit nombre de propositions les causes de l'impuissance et de l'inconstance de l'homme et pourquoi les hommes n'observent pas les préceptes de la raison. Alors on pourrait dire que cette phrase, au fond, résume parfaitement la position de Spinoza entre deux traditions. Entre la tradition qui le précède et puis la tradition qui va s'instaurer après lui. La tradition qui le précède et qu'il a définie et critiquée au début de l'Éthique 3, c'est celle qui consiste à s'indigner des passions, donc à constater que les hommes sont impuissants et inconstants, mais à faire de cette constatation un motif de satire ou de mélancolie ou de reproche moral et théologique à l'égard des hommes. C'est-à-dire que cette première attitude consiste à dire « l'essence de l'homme, c'est d'être rationnel, je constate que la plupart du temps, il ne se comporte pas de manière rationnelle, mais qu'il est inconstant et impuissant, donc il est en dessous de sa nature,
il est vicieux, et je lui reproche ce vice, ou je me moque de ce vice. On voit que Spinoza accepte un certain héritage de cette tradition, c'est-à-dire la description de l'impuissance et de l'inconstance. Les passions sont là, c'est vrai, elles nous rendent impuissants et inconstants, c'est une expérience que tout le monde a pu faire. Mais ce qu'il refuse, en revanche, c'est l'indignation devant cette situation. Pour lui, cette situation n'est pas une infraction à la nature humaine, un vice contre la nature humaine, c'est au contraire une conséquence même de la nature humaine. La nature humaine, ce n'est pas d'être rationnel, c'est d'être affectif. Plutôt, la nature humaine, sous sa forme la plus constante et la plus courante, c'est d'être affectif. Donc, il y a une constance dans l'inconstance, c'est d'être sujet aux passions. Donc, cette impuissance et cette inconstance qui, pour les théologiens ou les moralistes, devaient engendrer un discours normatif, un discours de condamnation, doit au contraire engendrer, aux yeux de Spinoza, un discours scientifique, c'est-à-dire un discours d'explication. En ce sens, Spinoza prend ses distances avec cette tradition morale. Et il est clair qu'à ses propres yeux, il est très conscient d'instaurer une rupture dans le regard sur les affects. Il ne considère plus les affects comme simplement un vice regrettable, il les considère comme un phénomène nécessaire de la conséquence de la nature humaine. Néanmoins, il faut s'empresser d'ajouter qu'à ses yeux, ce phénomène reste en grande partie négatif, puisqu'il y a inconstance et impuissance. Et c'est pourquoi nous devons dire également que Spinoza, alors certes, ne critique pas une seconde tradition, puisqu'elle va naître après lui, elle va se développer après lui, mais est en sorte à l'écart d'une tradition qui va se développer à partir du XVIIIe siècle, à partir de l'époque des Lumières, qui consistera à insister sur la positivité des passions. Alors on pourrait dire, Spinoza insiste déjà sur la positivité des passions, puisqu'il les inscrit dans la nature, et il pense qu'elles sont explicables. Mais il faut souligner qu'après lui, les hommes des Lumières, citons par exemple Diderot ou plus encore Helvétius, dans De l'Esprit, eux pousseront la reconnaissance de la positivité des passions, non seulement jusqu'à les expliquer, mais jusqu'à dire qu'elles peuvent faire des choses que la raison ne peut pas faire. Autrement dit, non seulement ils ne se plaindront pas ou ils ne condamneront pas l'impuissance et l'inconstance de l'homme, mais ils refuseront de dire que les passions ne mènent qu'à l'impuissance et à l'inconstance. On verra donc se développer un discours qui considérera les passions comme un moteur positif de la vie humaine. Et il ne sera plus vraiment question de les dominer et de les maîtriser, mais tout au plus de les orienter. Et chez Helvétius, par exemple, on voit très clairement l'idée que les passions nous font faire des choses remarquables que la raison ne nous ferait pas faire. Les hommes sensés, dit Helvétius, sont des hommes inactifs. Ils ne sont pas créateurs. Les grandes actions de l'histoire, les grandes créations, tout ce qui élève l'homme au-dessus de lui-même, ce n'est pas le fruit de la raison, c'est le fruit de la passion. Donc on voit dans cette seconde tradition, qui effectivement s'ancre tout à fait dans les Lumières, la positivité des passions aller plus loin que ça est le cas chez Spinoza. Il ne s'agit pas simplement de les renaturaliser, il s'agit aussi de dire qu'elles forment l'essentiel d'une bonne nature, et même d'une nature supérieure à la raison. Au fond, enfin, si je résume l'argument, ça revient à dire, peut-être que la raison dit le vrai, mais ce vrai ne nous entraîne pas très loin. Seules les passions donnent la force
pour créer quelque chose. Alors évidemment, il s'agit de la création historique, il s'agit de la création de la vie humaine, il s'agit aussi de la création artistique. Toute l'esthétique l'esthétique du génie qui se met en place au XVIIIe siècle, le génie qui bouleverse les règles, c'est évidemment un génie qui n'a que faire des règles que la raison a mises en place. Donc, en art comme dans la vie humaine, on voit se développer une positivité de la passion, à quoi il faut bien dire que Spinoza demeure quand même assez largement étranger. Et si vous regardez la théorie hegelienne de la ruse de la raison, font tout ce que Hegel dit sur les passions dans l'histoire. Évidemment, il le dit avec un autre discours métaphysique que les hommes du XVIIIe siècle, mais lui aussi se retrouve du côté de cette positivité des passions. Sauf que chez lui, cette positivité des passions est au fond un moyen de plus utilisé par la raison, mais une raison qui n'est plus la raison individuelle. Donc, cette formule de Spinoza, au début de ce Scoli, marque bien sa place entre deux attitudes, l'une de condamnation des passions comme contraire à la nature humaine, et l'autre d'éloge des passions comme ce qu'il y a de meilleur dans la nature humaine. Je continue la lecture du Scoli. Donc j'ai expliqué en ce petit nombre de propositions les causes de l'impuissance et l'inconstance de l'homme et pourquoi les hommes n'observent pas les préceptes de la raison. Il me reste à montrer ce que la raison nous prescrit et quels affects s'accordent avec les règles de la raison humaine, lesquelles leur sont contraires. Donc dans cette deuxième phrase, on voit que effectivement, pour Spinoza, le guide de la vie humaine, ce qui va mettre de l'ordre dans l'itinéraire de la vie humaine, c'est quand même une instance supérieure qui est la raison. Mais cette instance supérieure ne va pas avoir comme but la suppression des passions, elle va avoir comme but leur sélection. Autrement dit, Spinoza ne se représente pas la raison comme l'adversaire absolu de tous les affects, mais plutôt comme une instance qui, en fonction de ses critères propres, choisit parmi les affects ceux qui s'accordent avec elle et ceux qui sont contraires. Donc pour l'essentiel, qui va distinguer entre les passions joyeuses et les passions tristes. Et à l'intérieur des passions joyeuses, les passions joyeuses actives et les passions joyeuses passives. Et même dans une certaine mesure, qui va pouvoir réhabiliter certaines passions tristes, non pas du point de vue de l'individu, mais du point de vue de la cité. C'est-à-dire certaines passions tristes, on l'a vu comme l'humilité, le repentir, etc., qui sont absolument négatives dans le développement individuel, peuvent néanmoins avoir un rôle pour maintenir l'ordre et la paix dans la cité, en ce qui concerne des individus qui de toute façon ne se développeront pas individuellement. Donc la raison va mettre en place un jugement extrêmement diversifié sur les affects, entre ceux qui sont absolument mauvais, comme la haine, ceux qui sont mauvais pour l'individu mais peuvent être utiles malgré tout pour la cité, et ceux qui sont bons pour l'individu d'une façon ou d'une autre. Mais finalement, être bon pour l'individu, à long terme, ça sera permettre le développement de la raison. Donc, au fond, le critère suprême par lequel la raison juge les affects, ce sera de savoir si elles conduisent à un nouveau développement de la raison elle-même. Il y a donc bien, effectivement, une primauté de la raison dans cette analyse de la vie effective. Donc, il faut bien voir que Spinoza apparaît ainsi à la fois comme le philosophe qui a mené le plus loin possible l'analyse des affects, qui a absolument refusé que l'on condamne les affects avant de les analyser, et en même temps, celui pour qui le juge suprême, c'est la raison. Alors, c'est quelque chose qui peut paraître paradoxal, puisque d'un côté, il nous dit que la raison est une instance qui apparaît tardivement, même si tout homme a en lui les germes de la raison, très peu arrive à la développer. Et finalement, elle ne se développe réellement que par un mouvement qui font le mouvement de la science, ou le modèle donné par la science, ou peut-être d'autres modèles, mais équivalents du modèle de la science.
Donc au fond, Spinoza ne semble pas croire à une espèce de raison totalement abstraite qui se développerait toute seule en l'homme. Au fond, elle se développe quand la mathésis lui donne un modèle pour se développer. Elle est toujours déjà là à titre de germe, mais ce germe peut demeurer parfaitement inutilisable, inutilisé, si l'homme ne s'engage pas dans la voie de la science ou dans une autre voie qui lui permettra de se développer. En ce sens, la faculté raison abstraite, même si on peut en parler et déduire un certain nombre de choses la concernant, est quelque chose qui est au fond concrètement inexistant. Pour Spinoza, il n'y a de raison que dans le développement réel de la mathématique, ou bien, c'est quelque chose qu'il laisse entrevoir dans l'appendice de Éthique 1, le développement réel d'autres pratiques de réflexion. De quoi s'agit-il? Il ne les nomme pas. C'est peut-être la réflexion sur la politique chez Machiavel, c'est peut-être la réflexion sur les biens de la vie commune chez Salomon, puisqu'il considère que Machiavel ou Salomon ont des choses à dire aux philosophes. Mais au fond, cette raison n'est véritablement rationnelle que si elle trouve à s'exercer. Donc à la fois, elle est présente dès le début à titre de germe, mais ce germe est entièrement recouvert par la vie affective qui, elle, est spontanée, multiple, sauvage et pratiquement coextensive avec la vie humaine. Et puis, ce qui permet à la raison de se développer, et donc d'abord d'analyser les passions, puis de prescrire des règles, et éventuellement de les mettre en œuvre, ce qui permet ce développement rationnel, c'est que la raison embryonnaire font des défilés objectifs, des défilés concrets, où elle découvrira ses propres formes. Alors, c'est quelque chose qu'il faut mesurer, cette thèse spinozienne, parce que ça revient à dire qu'il y a un mauvais usage de la raison. Ça revient à dire que quelqu'un qui voudrait énoncer des règles de raison de façon totalement séparée des chemins rationnels, en fait, sous couleur de rationalisme, ne ferait que construire une norme abstraite, c'est-à-dire une norme imaginaire. Donc cette raison-là serait une passion. Donc une raison séparée de ces formes d'effectivité, une raison séparée des critères réels de rationalité, serait simplement une norme illusoire, et c'est au fond cette norme illusoire que les théologiens et les moralistes appliquent à la nature humaine réelle qu'ils refusent de considérer. Donc cette raison illusoire n'aurait de raison que le nom, puisqu'elle ne permettrait pas d'analyser la réalité. Elle serait donc simplement une rationalisation secondaire d'un affect particulier. Par exemple, de l'ambition ou de la volonté de domination du moraliste qui l'énonce. Donc il ne suffit pas de dire ce que j'ai est rationnel pour que ce soit rationnel. Sinon, toutes les morales qui ont prétendu être rationnelles et qui ont été ineffectives seraient des morales rationnelles. Autrement dit, la raison chez Spinoza est quelque chose de rare et de difficile, pour utiliser les termes qu'il utilise lui-même à la fin de l'Éthique 5. Mais il ne reste pas moins que cette production rare et difficile, une fois qu'elle a été mise en place, eh bien c'est elle qui est apte à juger les affects, à les sélectionner et en faire quelque chose. Alors évidemment, ça pose une question incontournable qui est, mais alors qu'est-ce qu'on fait en attendant le développement de cette raison? Est-ce qu'on est condamné à l'ignorance et à la barbarie tant que la raison ne s'est pas développée? Mais évidemment, si on reste dans l'ignorance et la barbarie, la raison ne se développera pas. Donc c'est un petit aspect cercle vicieux
Ça veut donc dire qu'il y a, avant la mise en œuvre de la raison, des sortes de tenants-lieux de la raison. Ça veut donc dire que l'expérience a enseigné aux hommes quelques moyens de conduire leur vie ou de construire une cité. Mais bien entendu, ces moyens demeurent précaires tant que la raison ne les a pas réordonnés. Alors, je lis maintenant la suite de ce Scoli de 18. Donc, après cette proposition 18, éthique 4 va être consacrée à démontrer, de façon géométrique, comme d'habitude, quels sont les commandements de la raison. Mais on avait vu que dans éthique 3, Spinoza prenait parfois le temps de résumer ce qu'il avait dit pour en montrer les enjeux, parce que la méthode géométrique, l'exposé géométrique, chose de long, qui parfois fait perdre de vue les enjeux réels de la démonstration. Donc, il va procéder de cette façon ici, sauf qu'il va faire le contraire. Il va d'abord énoncer les conclusions finales et les enjeux, et ensuite seulement donner les démonstrations. Par ailleurs, à la fin de l'éthique 4, il énoncera des règles de conduite dans un certain nombre de chapitres, comme il avait fait à la fin de l'éthique 3. Mais ici, la suite de ce Scoli, au fond, permet de voir d'emblée ce qui va être démontré après la proposition 18. Donc je le lis. Avant, toutefois, de commencer à le démontrer, c'est-à-dire que les règles de la raison, avant toutefois de commencer à le démontrer suivant l'ordre prolixe des géomètres, il convient ici de faire d'abord connaître brièvement ces commandements de la raison, afin qu'il soit plus aisé à chacun de percevoir mon sentiment. Comme la raison ne demande rien qui soit contre la nature. Donc, première règle qui est énoncée, la raison ne demande rien qui soit contre la nature. Ça veut dire que toutes les doctrines antinaturalistes, toutes les doctrines qui voudraient ériger une morale contre le fonctionnement naturel de l'homme, se trompent quant à la nature de la raison. Alors on pourrait dire, mais alors, si la raison demande la même chose que la nature, à quoi ça sert qu'il y ait une raison? Puisque la nature nous dictait un certain nombre d'affects, si la raison nous dicte la même chose, quel est l'intérêt de devenir rationnel? La réponse, évidemment, sera que les affects tentaient effectivement de réaliser les tendances de notre nature, mais y arrivaient très mal. La raison va donc avoir le même but que nous nous représentons dans la vie affective, simplement, alors que dans la vie affective nous sommes impuissants et inconstants, la raison nous permettra d'accomplir notre nature de façon efficace et constante. Donc, comme avant, mais mieux qu'avant, ce qui n'est pas rien. Donc, comme la raison ne demande rien qui soit contre la nature, elle demande donc que chacun s'aime lui-même. Donc, l'amour de chacun pour soi est apparemment le premier commandement de la raison. Alors, évidemment, c'est écrit contre toutes les morales qui disent qu'il faut se mépriser soi-même, se détester soi-même, et qui font de la philotia, l'amour de soi, l'un des principaux péchés. Au contraire, aux yeux de Spinoza, la philotia, l'amour de soi-même, c'est une des vertus. Donc la raison ne demande rien qui soit contre la nature, elle demande que chacun s'aime lui-même, que chacun cherche son utile propre, mais c'était précisément ce que faisait le désir, qui était la source des affects. Donc la raison consiste, au fond, à mettre en œuvre son désir, mais à le mettre en œuvre de façon lucide et efficace, ce que les passions fondées sur le désir ne faisaient pas nécessairement. Et, absolument parlant, elle demande que chacun s'efforce de conserver son être autant qu'il le peut. Donc, s'efforcer de conserver son être, c'est ce que fait l'homme passionné, mais il y arrive très mal. Ses maladresses et ses erreurs l'entraînent malgré lui vers sa propre destruction. S'efforcer de conserver son être, c'est aussi ce que fait l'homme rationnel, mais lui, il se dote des moyens pour le faire réellement.
Et si cette formule doit nous rappeler quelqu'un, c'est évidemment à la pensée de Hobbes que nous sommes ramenés. Hobbes lui aussi définit l'effort de l'individu comme la tendance à persévérer dans son être, à conserver son être. Sauf que chez Hobbes, la tendance à persévérer dans son être est immédiatement identifiée à la tendance à conserver sa vie. La mort étant alors la pire chose qui puisse arriver à l'individu, puisque perdre sa vie, c'est perdre son être. Vous remarquez qu'ici, Spinoza ne parle pas de la vie. Il ne parle pas de la vie humaine. Quand il dit conserver son être, persévérer dans son être, il ne dit pas persévérer dans sa vie. Il est évident que pour l'homme passionné, les deux formulations sont identiques. En général. Après tout, l'homme passionné qui se suicide, ou qui croit se suicider, ou l'homme passionné qui va se jeter contre les troupes ennemies pour servir son tyran, sacrifient leur vie, l'un et l'autre, en application de leurs affects. L'un par désespoir, l'autre par dévotion vers le souverain. Donc, de certaine façon, ils découplent la conservation de leur être, la conservation de leur vie. Mais ils le font de façon probablement erronée et aveugle. Est-ce que l'homme, guidé par la raison, identifie son être et sa vie? Il peut le faire en un certain nombre de cas. Il peut aussi, dans d'autres cas, décider que non. Décider que persévérer en son être, ça peut consister à abandonner sa vie. Dans la suite de Éthique 4, par exemple, Spinoza va envisager une situation où je ne pourrais conserver ma vie qu'au prix d'un mensonge ou qu'au prix d'une trahison. Et bien dans ce cas-là, la raison m'ordonne, au contraire, de ne pas faire ce mensonge, de ne pas accomplir cette trahison. Il ne s'étend pas énormément sur la discussion de ça, ce n'est pas du tout au nom d'un universalisme abstrait, mais ça laisse donc entendre que pour l'être rationnel, il y a des choses peut-être plus importantes que la vie, plus universelles que sa vie individuelle. Alors, je lis la suite. Il dit « Et cela est vrai aussi nécessairement qu'il est vrai que le tout est plus grand que la partie. » Je traduis. « Et cela est vrai d'une même nécessité que les vérités mathématiques. » Donc, de même que Spinoza avait dit que son analyse des affects était comparable au regard que les géomètres jettent sur les lignes, les points, les volumes et les surfaces, ou à celui que les physiciens ou les astronomes jettent sur les phénomènes météorologiques, eh bien, il dit ici que les prescriptions énoncées par la raison, au moins dans ce cas fondamental, ont le même caractère de nécessité que les axiomes mathématiques. Donc, il n'y a pas, aux yeux de Spinoza, d'un côté l'analyse de ce qui est, et de l'autre, une analyse de statut différent de ce qui doit être. À ses yeux, le doit être est tout aussi rigoureux et mathématique que l'être. Cette distinction entre deux domaines n'appartient pas du tout à la pensée spinoziste. Je lis la suite. Ensuite, puisque la vertu ne consiste en rien d'autre qu'à agir suivant les lois de sa nature propre, et que personne ne peut conserver son être sinon suivant les lois de sa nature propre, il suit de là, premièrement, que le principe de la vertu est l'effort même pour conserver l'être propre, et que la félicité consiste en ce que l'homme peut conserver son être. Autrement dit, conserver son être est le principe à la fois de l'affect, de la vertu et de la béatitude qui est la récompense de la vertu. Deuxièmement, que la vertu doit être désirée pour elle-même et qu'il n'existe aucune chose valant mieux qu'elle ou nous étant plus utile, à cause de quoi nous devrions la désirer. Donc, c'est ce qui sera annoncé un peu plus loin dans l'éthique 5, la vertu est sa propre récompense. La meilleure récompense de la vertu, c'est d'être vertueux, tout simplement parce que la vertu n'est pas un effort abstrait
tendant vers un but extérieur, elle est le mouvement même par lequel nous accomplissons notre nature, c'est-à-dire nous conservons notre être. Et le troisièmement qui suit semble passer des principes les plus généraux à un point d'éthique appliqué très concret, c'est-à-dire sa condamnation au suicide. Enfin, que ceux qui se donnent la mort ont l'âme frappée d'impuissance et sont entièrement vaincus par les causes extérieures en opposition avec leur nature. Mais en réalité, il ne s'agit pas ici d'un point de morale appliquée particulière. Il s'agit précisément d'indiquer que le suicide, ou plutôt l'illusion du suicide, puisqu'en fait, aux yeux de Spinoza, il ne s'agit pas du tout de dire que le suicide est interdit, il s'agit de dire que le suicide est impossible. Celui qui croit se suicider est en fait vaincu par des causes extérieures. Des causes extérieures qui ont pénétré en lui, mais au fond, celui qui se suicide à la suite d'une dépression n'est pas plus maître de sa décision que ne l'est Sénèque, par exemple, quand il se suicide sur l'ordre du souverain, ou que n'est l'homme qui a le corps transpercé par l'épée que tient son esclave quand il lui ordonne de le tuer. Donc, entre le fait d'être tué violemment par quelqu'un d'autre, le fait d'être tué violemment par quelqu'un d'autre à qui on a donné l'ordre, c'est le cas, ce qui est arrivé à ce stoïcien, le fait de se tuer soi-même sur ordre, ou le fait de se tuer soi-même en croyant que c'est volontaire, finalement, dans tous ces cas, nous sommes tués par une cause extérieure. Au fond, pour Spinoza, nous sommes toujours tués par une cause extérieure. Donc, encore une fois, ceux qui disent que dans l'éthique spinoziste, le suicide est interdit, se trompent. Pas du tout. Il n'est pas interdit, il est impossible. Ce que nous appelons suicide manifeste simplement la prise de pouvoir d'une cause extérieure sur nous. C'est pourquoi il ne s'agit pas ici d'un point d'éthique appliquée, il s'agit ici simplement de l'envers de la formule suivant laquelle la vertu consiste à persévérer dans son être. Quand on se donne la mort, ou quand on croit se donner la mort, en fait, on ne persévère pas dans son être parce qu'on est victime des causes extérieures. Bon, j'arrête ici ce commentaire du Scolide 18. On voit donc qu'en fait, tout ce qui va être énoncé dans la suite de l'éthique 4 concernant la vie individuelle est pour l'essentiel ramené à la constatation de la domination des affects dans la vie humaine, la constatation du fait que la raison, au fond, ne demande rien contre la nature, c'est-à-dire prétend mieux réaliser ce que les affects réalisent mal, et troisièmement, que le moyen de cette meilleure réalisation, ça va être l'analyse des affects et leur sélection, et la mise au service de la raison d'un certain nombre d'entre eux. Maintenant, une question se pose, est-ce qu'on peut se contenter de cette mise en ordre de la vie affective individuelle qui semble énoncée ici? Réponse non. Tout se passe comme si pour Spinoza, il était impossible qu'il y ait un ordonnancement rationnel de la vie individuelle sans qu'il y ait en même temps un ordonnancement de la vie interhumaine. Donc tout se passe comme si pour Spinoza, l'altérité était déjà présente dans l'identité. Et effectivement, quand nous regardons même les premiers écrits de Spinoza, le court traité ou le très large fond de l'entendement, nous constatons que dès que Spinoza parle des buts de la vie humaine, de la béatitude, du souverain bien, etc., aussitôt, nous voyons apparaître la figure de l'autre homme. Soit dans la mesure où nous conformer au désir de l'autre nous empêche d'atteindre nos buts, soit dans la mesure où l'autre peut être favorable à ce que nous parvenions à nos buts, soit enfin dans la mesure où nous pouvons essayer de conduire l'autre à chercher le même but rationnel que nous. Donc il y a plusieurs facettes de cette relation interhumaine, suivant que l'autre nous empêche d'être rationnel, suivant qu'il nous aide à être rationnel,
suivant que nous l'aidons à devenir rationnel comme nous voulons le devenir. Suivant enfin que l'ensemble des relations interhumaines, le type de relations interhumaines dans lequel nous vivons, peut permettre éventuellement le développement en nous de la raison. La société ne crée pas la raison. Il n'y a pas de déterminisme social en ce sens chez Spinoza. La raison est créée par les germes qui sont en nous des notions communes. Mais en revanche, le type de société dans lequel nous vivons, la vie réelle, effective de cette société, favorise ou freine le développement de la raison. Donc il y a bien un déterminisme social qui ne porte pas sur la naissance de la raison, mais qui porte sur son développement. Tous les hommes ont en eux les germes de la raison, mais suivant que nous vivons dans une théocratie qui nous interdit de réfléchir, ou dans une démocratie qui encourage au contraire la discussion, y compris l'expression des idées fausses. Parce que c'est dans la discussion des idées fausses qu'on apprend peu à peu à distinguer les vraies. Cette différence de systèmes sociaux va avoir un impact totalement différent sur le développement d'une raison qui, elle, dans son origine, est indifférente à la société. Donc il faut bien voir que le rapport raison-société est extrêmement complexe chez Spinoza. Il y a à la fois une naissance de la raison indépendante de la société, une présence de l'autre homme dans le développement de l'individu, et un désir de rationalité commune qui fait partie de notre désir de rationalité individuelle. Alors, on peut en prendre un exemple en regardant le début du traité théologico-politique. Dans cette préface, qui est un des textes essentiels du spinozisme, Spinoza commence par décrire la source de la superstition. Or, cette source de la superstition, on pourrait croire que c'est quelque chose de totalement individuel. Spinoza n'est pas du tout... Alors, je parlais tout à l'heure des philosophes du XVIIIe siècle à propos de leur éloge des passions, mais il y a un autre point sur lequel il se distingue tout à fait des philosophes du XVIIIe siècle, c'est dans sa théorie de la superstition. Pour les philosophes des Lumières, enfin pour beaucoup de philosophes des Lumières, la superstition s'expliquera au fond par l'imposture et par la naïveté. Pour une superstition, ça implique deux sortes d'acteurs, des fripons et des imbéciles, dira-t-on dans la formule classique. Un imposteur conscient qui fabrique, pour des raisons politiques par exemple, peut-être d'ailleurs avec de bonnes intentions pour maintenir l'ordre dans la cité, pour pouvoir créer une cité et supprimer la sauvagerie des hommes, ou peut-être dans des intentions parfaitement nuisibles pour exploiter la crédulité humaine. Mais d'un côté, un imposteur, donc qui crée une imposture, et d'autre, des naïfs qui y croient. Chez Spinoza, il n'y a pas du tout cette considération de la superstition. Lui aussi est très hostile à la superstition, mais il ne la prend pas du tout pour une imposture. D'ailleurs, le terme d'imposture, en tant que tel, est absent de son lexique. Pour Spinoza, s'il y a superstition, c'est parce qu'il y a dans la nature humaine des mécanismes nécessaires qui produisent de la superstition. Donc au fond, à ses yeux, le théoricien anticlérical de l'imposture a la même naïveté que le théologien moraliste. Ni l'un ni l'autre ne comprennent les mécanismes de la nature humaine. Alors quels sont ces mécanismes ? Eh bien, tels que Spinoza les explique au début du traité théologique-politique, dans la préface, ce sont les mécanismes liés à ce qu'il appelle la situation de fortune. Alors il reprend là un terme très ancien, très classique. Le terme fortune, dans la tradition philosophique et morale, sert à désigner le fait que nous sommes perpétuellement ballottés par des causes extérieures. De même que les termes d'inconstance et d'impuissance servent à désigner, à indiquer le fait que nous sommes ballottés par nos passions, donc de l'intérieur de nous-mêmes. Spinoza dira que cet intérieur est en fait un extérieur intériorisé, mais peu importe. Le terme de fortune sert à indiquer que nous sommes perpétuellement agités par l'extérieur de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a perpétuellement dans notre vie des choses qui nous arrivent et que nous ne contrôlons pas. Donc parfois,
la chance nous sourit. Parfois, au contraire, nous éprouvons des revers. Et les uns et les autres, les situations de prospérité comme les situations d'adversité, sont largement indépendantes de nos mérites personnels. Ça nous tombe dessus sans que nous l'ayons voulu. Et le terme fortune sert d'index à l'ensemble de ces répertoriages. Donc, la tradition classique a mis en place l'analyse de l'adversité et de la prospérité, avec évidemment une interrogation sur ce qui aide, ce qui seconde ou ce qui contrarie la fortune. L'idée que nous ne maîtrisons pas et qu'il ne faut pas prévoir ces aléas de la fortune, donc il y a une des caractéristiques de la fortune, c'est que non seulement elle est variable, mais que ces variations sont inattendues. Et donc celui qui est au sommet de la prospérité peut se retrouver ironiquement, il y a donc les ludibria fortunae, une sorte d'ironie ou de jeu de la fortune qui s'amuse des humains comme de marionnettes. Et celui qui se trouve au sommet de la prospérité peut se trouver le lendemain tout au bas de l'adversité, et réciproquement. D'où l'image classique de la roue de la fortune. Vous savez que c'est un symbole souvent représenté au Moyen-Âge. On représente un roi qui est assis en haut de la roue de la fortune, et puis on comprend que le même, une fois que la roue aura tourné, se retrouvera en bas de cette roue de la fortune. Donc, la fortune positive, la fortune adverse, les deux visages de la fortune, comparaison classique de la fortune avec Janus, dieu de visage, la roue de la fortune, les revers de fortune, les retours de fortune, et puis bien entendu la théorie classique sur laquelle ce que nous devons opposer à la fortune, c'est la vertu. Finalement, la vertu apparaît, par exemple dans la tradition stoïcienne ou stoïcienne, comme essentiellement la vertu de constance, ce qui nous permet d'affronter les aléas de la fortune. Nous savons que tout cela ne dépend pas de nous, donc la vertu consiste à offrir un visage constant à l'inconstance de la fortune. Comment Spinoza se sert-il de ce thème classique? Bien entendu, à ses yeux, la fortune n'a rien de divin. C'est simplement un terme qui décrit assez bien l'expérience humaine la plus courante, c'est-à-dire le fait que, de même que nos passions nous échappent, et bien de même, les biens extérieurs sont très largement hors de notre contrôle. Ils nous arrivent et ils nous échappent sans que nous l'ayons voulu. Un naufrage et le plus riche des commerçants est tout d'un coup ruiné. Un coup d'État, une guerre civile, et celui qui est au pouvoir se trouve tout d'un coup en exil ou condamné à mort ou réduit à la misère, etc., etc. Donc, la préface du traité du jeu politique montre la vie humaine comme essentiellement lisible sous cette dimension de la fortune. Et c'est cette dimension fortunale, sorte de la vie humaine, qui va engendrer superstition. Pourquoi? Eh bien, ce qu'il faut absolument remarquer, c'est que Spinoza ici fait intervenir de façon massive l'attitude de chacun à l'égard des tiers. Donc effectivement, autrui intervient dans ce qui a l'air le plus fondamental dans la condition humaine, à savoir ces aléas de la fortune. Alors autrui, non pas en tant qu'il est dispensateur de biens, ou en tant qu'il nous prend nos biens, mais autrui en tant qu'il faut ou non lui demander conseil. Donc autrui en tant que peut-être il possède, ou ne possède pas, une forme de savoir que nous n'avons pas. Première caractéristique de la situation de l'homme dans les aléas de la fortune, que Spinoza souligne, c'est que dans les périodes de prospérité, nous ne demandons conseil à personne. Autrement dit, autrui est présent ici sous forme négative, nous estimons ne pas avoir besoin de lui. Enfin, nous avons peut-être besoin de lui comme serviteur, ami, admirateur, allié, etc., etc. Mais tant que nous croyons être maîtres du monde, nous ne voulons pas demander conseil à autrui. Y compris à quelqu'un qui pourrait nous donner de bons conseils. Et quand la fortune tourne,
c'est-à-dire quand nous nous retrouvons dans l'adversité, non plus la prospérité, à ce moment-là, nous nous retournons vers n'importe qui pour lui demander conseil. Autrement dit, nous sommes aussi aveugles dans l'adversité que nous l'étions en prospérité. Dans la prospérité, nous refusions tous les conseils, même les bons. Dans l'adversité, nous quémandons tous les conseils, même les mauvais. Donc ce qui caractérise l'homme, dans sa condition la plus générale, c'est bien son aveuglement perpétuel, sous une forme ou sous la forme inverse, à l'égard d'autrui en tant que porteur de raison, donc porteur d'expérience. Et non seulement, à ce moment-là, nous sommes prêts à demander à n'importe qui, mais nous sommes prêts à demander conseil à n'importe quoi. C'est-à-dire que notre soif éperdue de soutien et d'avis fait que nous dépassons même l'humanité pour aller chercher dans le vol des oiseaux les entrailles des animaux. C'est-à-dire que si par hasard nous nous souvenons que des oiseaux étaient passés à notre droite au moment où nous avions de l'argent, eh bien nous allons attendre de voir si des oiseaux de nouveau vont passer à notre droite au moment où nous n'avons plus d'argent et nous y verrons le présage que la fortune nous reviendra. Donc l'enracinement de la superstition dans la nature humaine, c'est cette propension qu'a l'imagination à associer comme nécessaire des faits qui en fait se sont trouvés liés de façon contingente, et à fonder sur cette association la demande de conseil que nous refusions en période de prospérité. Alors on pourrait dire, mais dans ce cas-là, on n'est pas encore dans l'interhumain. Puisque précisément, cette tendance spontanée de l'homme, cet affolement qui nous amène à chercher des conseils partout, y compris dans les rites, dans les oracles, dans les augures, etc., puisqu'elle dépasse l'homme, puisqu'on ne demande pas simplement aux devins ou aux prêtres, mais aussi au hasard, au chat noir, pas passer sous une échelle, etc., justement, c'est plus large qu'une simple relation interhumaine. Oui, mais la caractéristique de toutes ces relations interprétatives, c'est qu'elles sont difficiles à interpréter. Ce chat noir qui passait devant moi, est-ce que c'est bon signe, est-ce que c'est mauvais signe? Ces oiseaux que j'ai vus, soit du bon côté, soit du mauvais côté, est-ce qu'ils m'annoncent un retour de fortune? Au contraire, l'enfoncement de l'adversité. Donc, je me trouve finalement aussi inquiet face aux signes que je l'étais face aux choses. Et je vais donc être prêt à livrer ma crédulité à celui qui se fera pour moi l'interprète de ces signes. Donc si la nature humaine, par sa dimension destinale, fait que l'homme appelle les signes, elle fait de la même façon que les signes appellent l'interprétation, et donc l'interprète. Autrement dit, l'imaginaire qui fonde la superstition, l'imaginaire qui fonde nécessairement la superstition dans la condition la plus générale de l'homme, fonde en même temps le recours à une sorte de personnel spécialisé qui permettra d'interpréter les signes superstitieux. Et c'est pourquoi dans le traité théologico-politique, bien avant que Spinoza parle d'église, ou de Bible, ou de conflits religieux, la figure de l'autre en tant qu'interprète des signes est déjà là dès la préface. Donc elle est au fond un fait anthropologique fondamental. Elle est là avant même que Spinoza aborde la question de l'État. Cette figure de l'autre comme interprète des signes, elle est tellement enracinée dans notre nature qu'elle est là en quelque sorte dès l'analyse de la nature individuelle. C'est seulement plus tard que Spinoza se demandera ce que c'est qu'une religion, ce que c'est qu'une église, ce que c'est qu'un État. Donc, lorsque Spinoza se demandera au chapitre 16 du traité ce que c'est qu'un État, eh bien l'État pour lui, ça ne sera pas simplement ce qui met en relation le sujet et le souverain,
ou bien ce qui permet de penser le passage de l'individu dans l'état de nature à l'individu dans la société civile, comme c'est le cas un peu dans la théorie du pacte. L'État, c'est ce qui met en relation des individus qui ont déjà, en tant qu'individus, à l'intérieur d'eux-mêmes, l'appel à autrui comme interprète des signes. Donc, même si ensuite Spinoza dira que l'Église doit être soumise à l'État, il faut bien voir que pour lui, l'appel à l'interhumain religieux est presque antérieur à l'appel à l'interhumain politique. Sauf que cet interhumain religieux n'a pas encore pris la forme extrêmement systématique d'une Église ou d'une secte. Conséquence, comme il le dira dans d'autres passages, la division du travail joue un rôle équivalent à l'appel à l'interprète. Nous avons besoin de l'autre également pour travailler, pour produire, pour survivre. Donc là aussi, avant même l'interpellation politique, l'autre est présent, au fond, dans la reproduction que je fais de moi-même par le travail et par la consommation. Le même individu ne peut pas à la fois, dit-il dans le chapitre 5 du traité ontologique politique, labourer, semer, coudre, bâtir une maison, etc., etc. Donc, dans la constitution même de l'individu, pour qu'il puisse simplement prolonger sa vie, est présent le besoin d'autrui. On voit donc bien comment, pour Spinoza, à l'intérieur même de la nature individuelle, et avant même qu'on parle en termes de raison, en termes de réflexion, la figure d'autrui est présente sous une pluralité de dimensions. La dimension superstitieuse, la dimension économique. Il ne restera plus qu'à ajouter la dimension politique, mais celle-là était largement précédée par d'autres. Alors ici va se poser un problème supplémentaire. Alors, ce problème, il peut se lancer très simplement, puisque c'est à l'intérieur de l'homme individuel que se place déjà l'appel à l'interhumain. Il est normal qu'on trouve déjà dans l'éthique, et notamment dans l'éthique 4, cette présence de l'interhumain. Alors effectivement, elle est présente, puisque à partir de la position 32 de l'éthique 4, Spinoza se demande dans quelle mesure les hommes s'accordent ou ne s'accordent pas entre eux. À position 32, dans la mesure où alors, on ne peut dire que les hommes s'accordent dans la nature dans la mesure où ils sont soumis aux passions. Donc, revoilà le thème des passions. C'est ce qui divise les hommes. Non seulement ça les divise les uns des autres, mais ça les divise à l'intérieur d'eux-mêmes, proposition 33. Les hommes peuvent différer en nature en tant qu'ils sont dominés par des affects qui sont des passions. Et dans la même mesure, le même homme est changeant et inconstant. Ça ne nous surprendra pas ce qu'on a lu dans l'éthique 3 tout au bout. Proposition 35. Dans la mesure seulement où les hommes vivent sous la conduite de la raison, ils s'accordent toujours nécessairement en nature. Autrement dit, l'accord entre les hommes est lié non aux passions, mais à la raison. D'où le corollaire de la proposition 35, enfin le premier corollaire de la proposition 35, il n'est donné dans la nature aucune chose singulière qui soit plus utile à l'homme qu'un homme vivant sous la conduite de la raison. Il n'est donné dans la nature aucune chose singulière qui soit plus utile à l'homme qu'un homme vivant sous la conduite de la raison. Donc ça veut dire qu'aux yeux de l'homme, en ce qui concerne sa conduite, bien entendu, l'homme n'est pas un empire dans un empire, tout est soumis aux lois naturelles, en ce qui concerne l'explication. Maintenant, en ce qui concerne la conduite, au fond, aux yeux de l'homme, l'univers se divise en deux. D'un côté, les hommes conduits par la raison, et de l'autre, tout le reste. Si je comprends bien le sens corollaire. C'est-à-dire que ce qui est utile à l'homme, c'est l'homme sous la conduite de la raison. Et le Scoli précise,
Ce que nous venons de montrer, l'expérience même l'atteste chaque jour par des témoignages si clairs que presque tous répètent, l'homme est un Dieu pour l'homme. Alors ici encore, Spinoza reprend une formule classique. Elle est tellement classique qu'on la trouve dans les adages d'Erasme. À vrai dire, il y a deux formules qui se font face. L'homme est un loup pour l'homme, l'homme est un Dieu pour l'homme. Toutes les deux sont très anciennes. Elles remontent au grec, même si on les cite sous leur forme latine. Vous savez que Hobbes cite les deux dans l'épître dédicatoire du De Quive. Alors très bizarrement, la tradition interprétative a fait qu'on a identifié Hobbes au thème « l'homme est un loup pour l'homme ». Mais en fait, d'abord, cette formule n'est pas de Hobbes lui-même. C'est une formule très classique que Hobbes se contente de citer. Et d'autre part, Hobbes cite aussi l'autre formule, l'homme est un Dieu pour l'homme. La caractéristique de Spinoza, c'est que lui, ici, ne cite qu'une seule des deux. Hobbes non seulement cite les deux, mais on peut dire que d'une certaine façon, c'est plutôt la seconde qui rend compte de son système que la première, puisque précisément pour Hobbes, ce qui est cause des conflits à l'intérieur de la cité humaine, de la vie humaine, ça n'est justement pas la naturalité. Il n'y a pas de conflit, de vrai conflit chez les animaux. Donc, en un sens, la formule l'homme est un pour l'homme, non seulement Hobbes ne l'énonce pas pour son propre compte, il se contente de la citer, mais en outre, elle rend très mal compte de son propre système. Bon, laisserons Hobbes de côté pour l'instant. Donc, Spinoza semble dire ici que l'homme est un Dieu pour l'homme doit s'interpréter comme à l'homme, rien n'est plus utile que l'homme, à condition de préciser sous la conduite de la raison. Et on pourrait presque dire en inversant que rien n'est plus nuisible que l'homme sous la conduite des passions. Ou au moins, l'homme sous la conduite des passions est au moins aussi nuisible que le monde extérieur, les bêtes sauvages, les cataclysmes, etc., etc. Donc on semble avoir ici tous les éléments pour constituer une sorte de rationalisme politique ou de platonisme politique, disant qu'il ne pourra y avoir de véritables relations interhumaines, donc de cités bien construites, que si la raison ou la sagesse ou la philosophie s'en mêlent. À condition d'appeler platonisme politique, naturellement, pas simplement les doctrines qui disent qu'il faut que les philosophes soient rois, mais simplement les doctrines qui disent que c'est la raison seule qui peut construire une cité. Si je reviens maintenant au Sceau de la Proposition 18, je constate que Spinoza ne dit pas tout à fait la même chose. Je reviens là où je m'étais arrêté tout à l'heure. Après avoir annoncé les règles principales de la raison, Spinoza continue. Il suit qu'il nous est toujours impossible de faire que nous n'ayons besoin d'aucune chose extérieure à nous pour conserver notre être et vivions sans commerce avec les choses extérieures. Alors, il s'appuie sur les postulats sur le corps humain. Alors, il y a plusieurs négations à la phrase. Je la relis en simplifiant, c'est-à-dire en supprimant les doubles négations. Il suit des postulats du corps humain qu'il est toujours nécessaire pour nous d'avoir besoin des choses extérieures et nécessaire de vivre grâce au commerce avec les choses extérieures. Donc, à la fois, la vertu, c'est de vivre sur la loi de sa nature, mais en même temps, il est nécessaire que nous appuyions sur ce que nous apporte le monde extérieur, que ce soit un commerce perpétuel avec ce monde extérieur. Donc, l'autonomie n'est pas l'autarcie. Si d'ailleurs nous avons égard à notre âme, certes notre entendement serait plus imparfait si l'âme était seule et qu'elle ne connût rien en dehors d'elle-même. Autrement dit, ce qui est vrai sur le plan de la reproduction de la vie est vrai sur le plan du développement de l'entendement. Il y a donc hors de nous beaucoup de choses qui nous sont utiles et que pour cette raison, il nous faut désirer. Parmi elles, la pensée n'en peut inventer de meilleure que celle qui s'accorde entièrement avec notre nature. L'impression de se trouver déjà en position 35. Car si, par exemple, deux individus entièrement de même nature se joignent l'un à l'autre, ils composent un individu 2 fois plus puissant que chacun séparément. Rien donc de plus utile à l'homme que l'homme. Et je constate qu'ici, au moins dans un premier temps, Spinoza énonce la maxime qui énoncera en position 35, mais sans ajouter « guidé par la raison ». Il dit « rien donc de plus utile à l'homme que l'homme ». Les hommes, dis-je,
ne peuvent rien souhaiter qui vaille mieux pour la conservation de leur être que de s'accorder tous en toutes choses de façon que les âmes et les corps de tous composent en quelque sorte une seule âme et un seul corps, de s'efforcer tous ensemble à conserver leur être et de chercher tous ensemble l'utilité commune à tous. Autrement dit, quand il dit « rien de plus utile à l'homme que l'homme », sans préciser encore que l'homme guidé par la raison, il insiste sur l'unité entre eux et la recherche de l'utilité commune. C'est-à-dire qu'il, au fond, traduit l'utile propre en utile commun. Et effectivement, après avoir dit ça, il ajoute « d'où suit que les hommes qui sont gouvernés par la raison », donc là on retrouve la formule de la proposition 35, « d'où suit que les hommes qui sont gouvernés par la raison, c'est-à-dire ceux qui cherchent ce qui leur est utile par la raison, ne désirent rien pour eux-mêmes, qui ne désirent aussi pour les autres hommes, et sont aussi justes, de bonne foi et honnêtes. » Donc, il a l'air de dire ici que les hommes qui sont guidés par la raison réalisent mieux que les autres cette nécessité commune qui fait qu'à l'homme, rien n'est plus utile que l'homme. Alors, on pourrait dire qu'en gros, c'est la même chose que ce qu'on lira dans 35 son scolie. Dans 35, son corollaire et son scolie. En gros, oui. Mais dans le détail, pas tout à fait. Dans le détail, l'utilité maximale représentée par l'homme guidé par la raison est au fond un superlatif de l'utilité très grande représentée par l'homme tout court. Évidemment, Spinoza ne précise pas l'homme conduit par les passions, mais s'il n'est pas conduit par la raison encore, c'est donc que même conduit par les passions, ou au moins par certaines passions, l'homme peut déjà être très utile à l'homme. Alors, pour nous en convaincre, allons regarder la suite du scolie de 35. Donc, je rappelle, scolie de 35, c'est la raison qui fait que les hommes s'accordent dans la nature. Corollaire de 35, il n'est de la nature aucune chose singulière qui soit plus utile à l'homme qu'un homme vivant sous la conduite de la raison. Scolie, ce que nous voulons montrer, l'expérience même l'atteste chaque jour par un témoignage si clair que presque tout se répète, l'homme est mieux pour l'homme. Mais déjà, première chose à remarquer, ce qu'énonce ce scolie, c'est que certes, la raison nous enseigne que rien n'est plus utile à l'homme qu'un homme guidé par la raison, mais apparemment la raison n'est pas la seule à l'enseigner. L'expérience aussi l'enseigne. Or, même les hommes qui ne sont pas encore rationnels ou pas encore totalement rationnels ont accès à l'expérience. Donc même les hommes non encore rationnels peuvent comprendre, par le témoignage de l'expérience, que l'homme est utile à l'homme. Et la preuve, c'est qu'il l'énonce sous la forme préférée de l'expérience, c'est-à-dire sous forme de maxime métaphorique. L'homme est un Dieu pour l'homme. Donc ici, même le début du scolie de la proposition 35 et de ses corollaires semble régresser un peu dans l'exigence de rationalité comme condition de l'utilité. Et la suite va le confirmer. Il est rare cependant que les hommes vivent sous la conduite de la raison. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. La raison est une chose rare. Telle est leur disposition que la plupart sont envieux et cause de peine les uns pour les autres. Donc si on isolait les deux formulations, rien n'est plus utile à l'homme que l'homme guidé par la raison, et la raison est chose rare, la plupart des hommes sont passionnés, notamment envieux, on pourra en déduire que, eh bien, les hommes ne trouvent jamais le moyen de se rendre utiles les uns aux autres, ou trouvent très rarement le moyen de se rendre utiles les uns aux autres. Et en conséquence, on en déduirait que la cité humaine n'existe jamais. Si vraiment il ne peut y avoir de cité que créée par la raison, et que la raison est rare, alors jamais dans l'histoire une cité n'a pu se constituer. Or, de fait, ça aussi, l'expérience nous enseigne que c'est faux. Nous voyons des cités qui existent. Et nous voyons des cités dans lesquelles les hommes coopèrent, ne meurent pas de faim, donc arrivent, semble-t-il, à mettre en place un certain nombre de procédures pour travailler ensemble. Ils arrivent à avoir des vêtements, construire des maisons, produire du pain. Donc, même sans être arrivés au plus haut stade de la raison, même en étant envieux et passionnés, ils ont mis d'une certaine façon en place, au moins
rationalité instrumentale, c'est une rationalité sous la juridiction de la passion, qui leur permettent de survivre. C'est ce que Spinoza constate. Et de nouveau, sur le mode de l'expérience, ils ne peuvent cependant guère passer la vie dans la solitude, et à la plupart agrée fort cette définition que l'homme est un animal sociable. Et en effet, les choses sont arrangées de telle sorte que de la société commune des hommes naissent beaucoup plus d'avantages que de désavantages. Alors, deux remarques à faire sur cette dernière phrase. Premièrement, l'homme est un animal sociable. C'est la formule classique, notamment de l'aristotélisme politique. Mais chez Aristote, ses successeurs, ça veut dire que l'homme est social par nature, parce que par nature, il possède le logos, la parole et la raison. Ce qui est demandé beaucoup au sujet de Spinoza. Que l'homme possède par nature la raison à titre embryonnaire, c'est vrai. La raison en tant que développée, c'est faux. Il vient de répéter qu'il est rare que les hommes vivent sous la conduite de la raison. Donc, du coup, cette formule « l'homme est un animal sociable » n'apparaît plus comme une thèse philosophique, elle apparaît aussi comme une formulation d'expérience et même une formulation assez inadéquate d'expérience, puisque Spinoza prend presque des pincettes pour l'énoncer. Il dit que ça agrée fort à la plupart des hommes. Donc il n'y a même pas de consentement totalement universel, et c'est plutôt énoncé sur le mode d'agrément que sur celui de la constatation véridique. Deuxième chose à remarquer, et en effet, donc là il ne s'agit plus de ce à quoi croient les hommes, mais à ce qui se passe réellement. Spinoza ne reprend pas vraiment à son compte cette formule de métanéal sociable. Au début du traité politique, il la reprendra en disant « si vraiment vous y tenez, j'ai rien contre le fait que vous le disiez ». Ce qu'il a non plus n'est pas vraiment une acceptation enthousiaste. Au fond, à ses yeux, c'est une description pas très bonne d'un état de choses réel. Alors, quel est l'état de choses réel? Bien, l'état de choses réel, c'est ce qui est énoncé à la fin. Les choses sont arrangées de telle sorte que de la société commune des hommes naissent beaucoup plus d'avantages que des avantages. Autrement dit, même les hommes étant passionnés, même les hommes étant envieux et source de peine les uns pour les autres, il naît quand même de leur société commune plus d'avantages que des avantages. Donc, si on peut résumer cette pensée de Spinoza sur les rapports entre raison, passion et société, il faut dire, premièrement, ce qu'on sait au fond depuis le livre 3 ou depuis les 18 premières propositions de l'éthique 4, il y a en l'homme, de façon nécessaire, les germes de la raison, les germes des passions, mais alors que le développement de la raison est difficile et qu'il est rare de rencontrer des hommes sous la conduite de la raison, le développement des passions est spontané, multiple. La plupart des hommes sont passionnés. Tous les hommes sont d'abord passionnés. Et ces passions ne constituent pas un terrain propice au développement de la raison. Deuxièmement, si on pouvait constituer une société d'hommes raisonnables, ou une société constituée rationnellement, eh bien, elle serait ce qui est le plus utile à l'homme. Troisièmement, mais les sociétés qui ne sont pas constituées d'hommes guidés par la raison sont déjà utiles dans une certaine mesure. Elles ont des désavantages, elles ont quand même aussi des avantages. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, pour Spinoza, les deux formules, à l'homme rien de plus utile que l'homme, et à l'homme rien de plus utile que l'homme gouverné par la raison, ces deux formules sont toutes les deux vraies, mais pas au même niveau. L'une, à l'homme rien de plus utile que l'homme, rend compte en gros de la réalité sociale telle qu'elle existe, et donc suffit à marquer la distance entre la politique de Spinoza et les politiques des satiristes, des théologiens ou des moralistes, c'est ce qu'il dit dans la suite du Scoli, ou bien
sa distance avec les utopistes, c'est ce qu'il dira dans le traité politique. Les utopistes, c'est ceux qui voudraient que la société soit organisée entièrement de façon rationnelle. C'est-à-dire qu'ils confondent la raison comme principe et la raison comme clé du réel. Donc ils, du coup, transforment la raison en norme inapplicable. Mais en même temps, la formule maximale « à l'homme rien de plus utile que l'homme en tant qu'il est conduit par la raison » indique bien l'idéal de concorde vers lequel on doit tendre, même s'il n'est pas encore réalisé. Donc finalement, ce rapport entre affect, raison et relations interhumaines est relativement complexe. Il ne peut qu'aboutir à une question, une double question, à savoir, premièrement, est-ce qu'on peut constituer une société rationnelle? Alors, cette question sous la forme la constituer de toute pièce, la réponse est clairement non. C'est le sens de la condamnation de l'âge d'or de la République de Platon ou de l'utopie qu'on trouve au début du traité politique. Mais autre forme de cette question, c'est comment expliquer que dans les sociétés existantes, il règne au fond une forme de rationalité interne, et peut-on l'améliorer? Alors ça va être le problème du traité politique. Au fond, tout le traité politique, ça consiste à se demander, dans la mesure où tous les types de sociétés ont déjà été montrés par l'histoire, comment des gens qui n'étaient pas guidés par la raison, mais qui étaient guidés par certains affects, ou par l'expérience, ont pu constituer des cités qui fonctionnaient pas trop mal. C'est-à-dire qui, bien entendu, ont connu parfois, parce qu'elles étaient imparfaites, des guerres civiles, des catastrophes ou des dysfonctionnements, même si à l'époque ce ne sont pas les guerres civiles, mais néanmoins ont permis d'éviter le cataclysme perpétuel. Bon, en gros, par exemple, Rome était mal construite. Comment ça se fait que, néanmoins, Rome ait pu, pendant un certain temps au moins, éviter la guerre civile qui a fini par l'engloutir? Les cités italiennes sont peut-être mal construites, pas construites de façon rationnelle, mais de fait, on a vu que pendant quelques siècles, elles ont continué à persévérer dans leur être. Alors, comment est-ce possible? Alors, Spinoza répond, au fond, il y a deux raisons. D'une part, ceux qui les ont mis en place progressivement sont des hommes qui sont astuti et callidi, c'est-à-dire rusés, matois. Alors, évidemment, ça ne fait pas référence à la raison sous sa plus haute forme. C'est une forme de raison empirique, de raison instrumentale, fondée sur l'expérience et au service de l'affect. Et deuxièmement, quels sont ces affects? Très clairement, l'espoir et la crainte. Donc l'espoir et la crainte ont permis à des gens qui n'étaient pas rationnels de mettre en place empiriquement un certain nombre de mesures qui ont assuré, au moins pendant un certain temps, la sauvegarde de ces cités, et qui ont donc joué le rôle, au fond, d'une raison objective, d'une raison impersonnelle. Spinoza n'utilisait évidemment pas cette formule, c'est moi qui l'utilise pour rendre compte du fait que ces cités continuent à exister. Donc, ce que j'entends par raison impersonnelle, je veux dire qu'on peut rendre compte rationnellement du fait que ces cités, à cause de ces mécanismes, ont persévéré dans leur être un certain temps, alors que néanmoins, elles étaient fondées sur des passions. Et donc, question, est-ce qu'on peut les améliorer? C'est une question qui se pose dans le chapitre 20 du traité de théologie politique. Et c'est au fond la question à quoi répondent les chapitres descriptifs du traité politique proprement dit. Il ne s'agit pas de fonder à partir d'une cité, il s'agit de se demander tel ou tel type de cité, monarchique, aristocratique, démocratique, ordonnée, qu'est-ce qu'on peut faire pour en assurer la perpétuation? Eh bien, on peut regarder quelles sont les méthodes, quelles sont les
les systèmes qui ont été mis en place empiriquement dans l'histoire et les analyser, alors exactement comme dans l'éthique 4, on confronte les prescriptions de la raison aux différentes passions, aux différents affects, et on les sélectionne, eh bien on regarde dans le traité politique quelles sont les différentes mesures prises par les hommes, l'élection des juges ou la nomination des juges, l'élection des conseillers du roi ou la désignation des conseillers du roi par le roi lui-même, l'hérédité des rois ou non dans la monarchie, etc. etc. Bon, toutes les innombrables variations des décisions politiques, enfin des institutions politiques, et on se demande lesquelles sont les plus proches de la raison et lesquelles vont permettre une plus grande perpétuation de la cité que ne permettaient les décisions empiriques qui les constituaient. Autrement dit, on peut dire que les textes proprement politiques de Spinoza répondent sur le plan collectif à la question que Éthique 4 et 5 formulent sur le plan individuel dans le Scoline 18. C'est-à-dire qu'à chaque fois, Spinoza regarde ce qui existe, les passions individuelles, les comportements individuels, les passions collectives, les comportements collectifs. Et la raison n'intervient pas en prétendant créer quelque chose de toute pièce, mais sélectionner ce qui existe. Le but de son analyse et de sa sélection étant de perpétuer l'être, soit de l'individu, soit de la cité. L'un et l'autre apparaissent donc comme l'objet de traitements parallèles, mais encore une fois, j'y reviens, ces traitements parallèles sont en étant convergents, puisque si en principe n'importe quel individu a en lui de quoi devenir rationnel, en réalité, un certain type de cité permettra un plus grand développement de la rationalité pour un plus grand nombre d'individus que d'autres types de cités. Donc un type de cité dans lequel la paix et la prospérité sont assurées, c'est-à-dire où les hommes ne passent pas leur temps à être absorbés par la lutte pour la préservation de leur vie ou par la recherche de la nourriture, Spinoza n'est pas trop mauvais parce qu'il dit ça, permettra plus le développement du raisonnement, tout simplement, ils auront plus de temps pour réfléchir. Un type de cité où on encourage la discussion entre les individus, y compris l'examen des thèses fausses, et la réfutation progressive des thèses fausses, permettra plus le développement de la raison qu'un type de cité où soit il est intérêt de réfléchir, soit le prince se réserve le droit à la réflexion. D'où des passages très étonnants dans le traité politique qui ne coïncident pas du tout avec l'image qu'on se fait parfois de la théorie de genre des reconnaissances chez Spinoza, où il dit que c'est vrai, tous les arguments qu'utilisent par exemple les défenseurs de la monarchie ou de l'aristocratie pour dire que les assemblées populaires font perdre du temps et qu'elles empêchent de garder le secret des délibérations et que beaucoup de propositions stupides sont énoncées dans de telles assemblées. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Spinoza ne nie pas du tout tous ces arguments. Il dit oui, c'est vrai, on dit beaucoup de sottises, on perd du temps, le secret n'est pas assuré, mais finalement, il vaut mieux tout cela parce que c'est un moyen d'éduquer les citoyens. Peu à peu, les citoyens apprennent à distinguer le vrai du faux. Et au fond, il vaut mieux que les citoyens apprennent par ce processus non et public à distinguer le vrai du faux, qu'un système qui est peut-être dans l'immédiat plus efficace, mais qui, au nom du secret, donne beaucoup trop de pouvoir aux tyrans, aux monarques, et leur permet de se transformer en tyrans. Donc, on voit bien qu'il y a, en fin de compte, dans ce double itinéraire rationnel de l'individu et de la cité, un effet en retour de la cité sur l'individu. Bien que, encore une fois, cet effet ne soit jamais total et jamais originaire. Bon, on peut donc arrêter ici. On n'a pas vu tout ce qui était la question des passions chez Spinoza, mais au moins on a vu d'une part comment il en décrivait la mécanique de façon rationnelle dans l'éthique 3, et on a pu entrevoir comment à partir de la description de cette mécanique, il voulait fonder l'ensemble de ce qu'il veut mettre en place, et sur le plan de l'éthique individuelle, et sur le plan de la politique et de l'ensemble des relations interhumaines. Donc on peut arrêter là pour cette année.